Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission à la Hebdo. Nous y sommes, c'est pour parler de l'actualité, toute l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et pour en parler, nous avons trois bons invités ici sur ce plateau. Il y a Monsieur Drissa Mementa qui est chargé à la communication du mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Monsieur Badou Escoba, directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Et Monsieur Aboubakrine Touré, il est communicateur. Beaucoup de sujets meubleront cette émission. 49 militaires ivoiriens mis sous mandat de dépôt, visite de Macky Sall aujourd'hui, ce lundi à Bamako. Nous en parlons. Insécurité au nord du Mali, les derniers événements de Tessit dans la région de Gao. Et de l'autre côté, on parle aussi des événements de Ménaka. Départ de l'aménagement demandé par le mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Nous en parlons et nous terminerons avec la rédaction d'une nouvelle constitution. Quels sont les enjeux et les perspectives? On en parle dans cette émission. Alors, Monsieur Drissa Mementa, chargé de communication du mouvement Yerewolo debout sur les remparts, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent en ce moment. Très bien. Alors, Monsieur Badou Escoba, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc, au passage, je remercie mes deux co-débatteurs. Je remercie tous les auditeurs et auditrices qui sont câblés sur Alafia TV. Et je souhaite que ce débat soit un débat constructif dans le sens vraiment de la réconciliation nationale. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Aboubakrine Touré, je rappelle que vous êtes communicateur. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Alors, je commence par vous. Actuellement sur ce plateau, quel est votre état d'esprit et comment va le pays? Je pense que des initiatives sont en train d'être prises ça et là. Et il faut avoir confiance aux autorités en place. C'est pas facile, vous savez, nous avons fait 30 années d'exercices des exercices démocratiques qui ont montré les limites. Il faut aller vers la refondation. Et cette refondation fait face à des prédispositions mentales qui ne sont pas souvent faciles à gérer. Donc il y a des mécanismes qui sont en train d'être développés. Il faut quoi à cela? Je pense que ça va nous coûter ce que ça va nous coûter en termes de rapport avec les autres États. Mais définitivement, nos autorités sont engagées à aller vers les Malikois. Et il est demandé par la même occasion à tous les Maliens, à tous les niveaux de responsabilité qu'ils soient, de pouvoir péter les flancs à cela. Parce que les Malikois, c'est notre salut à nous tous. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Aboubakrine Touré. Monsieur Drissa Mementa, comment vous allez? Quel est votre état d'esprit actuellement et comment va le pays? D'abord, nous sommes dans un processus de refondation, un processus de rétablissement de notre dignité, de notre souveraineté. Et vous savez, ça faisait longtemps qu'on était dans un état où on ne contrôlait presque rien. Et changer tout cela, ça demande d'abord du temps, ça demande également du sacrifice. Et on nous a fait croire pendant longtemps que nous sommes destinés à être dirigés, que nous sommes destinés à être contrôlés et que nous n'avons pas le droit de prendre notre destin en main. Et cela a été compris aujourd'hui que nous pouvons être maîtres de notre destin et que nous pouvons être comme les autres, qu'il suffit seulement de prendre le chemin de nous battre. Et depuis que ce processus a commencé, vous avez vu, le peuple malien est en train de reprendre espoir et surtout le peuple africain est en train de comprendre et souvent même il y a beaucoup qui sont en train de nous imiter. Beaucoup ont compris aujourd'hui que nous aussi en Afrique ici, nous pouvons être libres, nous pouvons être souverains, nous pouvons être indépendants. Alors comme je l'ai dit, cela va demander beaucoup de sacrifices. Très bien. Inch'Allah, on va y arriver. Merci beaucoup. Alors nous revenons en tout cas sur certains aspects de ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Badou Escoba. Quel est votre état d'esprit et comment va le pays? Le Mali se porte plutôt bien et malgré la bronca d'une partie de la classe politique qui veut faire croire que le Mali est en train de tanguer, le Mali est en train de piétiner. Je pense que le Mali est sur une nouvelle lance le Mali est sur une nouvelle lance. Le Mali est sur une nouvelle lancée. Et cette lancée est en train d'être concrétisée par la transition. Beaucoup pensaient que cette transition allait se terminer en eau de boudin, mais c'est loin d'être le cas aujourd'hui. La preuve, la transition est en train de
faire bouger les lignes en octroyant au Mali un outil de défense performant pour que le Mali puisse avoir son autonomie totale. On a vu l'autre jour que le gouvernement a réceptionné des avions de chasse, des avions de combat, du matériel aérien. Donc c'est la preuve que le Mali est déterminé vraiment à obtenir son indépendance sur tous les plans, y compris sur le plan militaire. Il y a quelques années de cela, le Mali n'avait pas la liberté de faire décoller ses avions de chasse pour sillonner notre espace aérien. On nous imposait des couloirs. Donc tout cela a cessé aujourd'hui. Et les autorités de la transition sont en train de montrer à la face du monde que le Mali est ce pays où n'importe qui ne viendra plus échouer ses soucis. Dans le temps, il y a des gens qui venaient tout simplement à l'aéroport international pour échouer leurs chaussures et continuer. Donc les autorités de la transition ont dit que cela va cesser et cela est en passe de prendre fin. Donc c'est ça le plus important, c'est ça l'essentiel. Donc grosso modo, la transition est en train de redonner au peuple malien son honneur, sa dignité et sa grandeur. Alors, merci beaucoup pour ces explications. 49 militaires ivoiriens mis sous mandat de dépôt et déjà, le lendemain, nous avons la visite de Macky Sall, en tout cas ce lundi. Ce lundi, il est à Bamako pour un travail d'amitié de travail. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Est-ce que la médiation du Togo a échoué? Non, je ne dirais pas que la médiation du Togo a échoué, mais sauf que l'objectif du Togo et l'objectif des autres, c'est peut-être pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez compris depuis le début de la crise qu'avec le Togo, c'est un peu différent qu'avec d'autres pays. Je ne vais pas citer de pays, mais il y a d'autres pays qui font tout pour tirer le Mali vers le bas. Et avec le Togo, vous voyez que ce n'est pas forcément la même chose. Également, il y a d'autres enjeux également qui sont, qui sont là avec l'arrivée de Macky Sall. Ouais, Macky Sall ne viendra pas parler seulement des 49 militaires ivoiriens. Macky Sall va parler aussi de la relation entre le Mali et le Sénégal. Vous savez, avec l'embargo, les autorités ont tout simplement ont décidé de diversifier nos partenaires, d'aller vers d'autres horizons parce que nous avons vu qu'avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils nous ont fermé les autorités nous ont fermé les portes et à l'époque on ne pouvait pas importer nos marchandises. Donc maintenant, l'arrivée de Macky Sall, je pense que concernant les 49 militaires, d'abord quand on voit le fond et la forme, ce n'est pas l'arrivée de Macky Sall ou l'arrivée d'un autre président qui va changer quoi que ce soit, tant que d'abord les autorités ivoiriennes ne se ressaisissent pas, tant que les autorités ivoiriennes ne sont pas conscientes que le Mali est un État souverain, le Mali est un État indépendant et que beaucoup de choses se faisaient avant ne peut pas se faire aujourd'hui. Qu'aujourd'hui au Mali, on ne peut pas rentrer et sortir comme on veut. Et surtout que lorsqu'on est en faute envers ses voisins, il faut reconnaître ses fautes. Mais M. Drissa, est-ce qu'on ne va pas en confrontation avec le pays frère, la Côte d'Ivoire, qui est un pays frère? Est-ce que toutes ces actions ne compromettent pas les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire? D'abord, je pense que cela doit être dit aux autorités ivoiriennes. Nous n'avons pas quitté le Mali ici. Ce n'est pas le Mali qui a envoyé ces militaires en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le Mali qui a envoyé des militaires qui sont frauduleusement rentrés en Côte d'Ivoire. C'est le contraire qui s'est passé. C'est eux qui nous ont envoyé des militaires ici, qui sont frauduleusement rentrés sur notre territoire. Cela a été attesté par même les déclarations de l'administration des Nations Unies. Alors s'il y a quelqu'un ici qui est en faute, c'est eux qui sont en faute. Et plus pire encore, nous sommes en guerre. Nous sommes dans un pays qui est en guerre, où tout doit être contrôlé. Ces militaires-là nous disent qu'ils sont venus dans le cadre de l'aménagement. Et l'aménagement n'est pas capable de dire s'ils étaient là, oui ou non pour eux. Ça veut dire tout simplement qu'ils n'étaient pas là dans un cadre légal. Alors, si nous sommes en guerre et qu'il y a des gens qui meurent et que nous sommes attaqués par-ci, par-là, nous sommes obligés de contrôler qui rentre. Et si nous voyons qu'il y a des gens qui rentrent illégalement, nous sommes obligés de les arrêter. Nous sommes obligés de dire à ceux qui nous les envoient, arrêtez ce système-là, arrêtez cette pratique-là, ça ne peut plus continuer. Est-ce que vous pensez que, en tout cas, je vais revenir à vous, est-ce que vous pensez que c'est une forme d'attaque? La Côte d'Ivoire peut attaquer le Mali, est-ce que c'est une forme d'attaque? Bon, je ne dirais pas que la Côte d'Ivoire va attaquer ou la Côte d'Ivoire ne va pas attaquer le Mali. C'est là, on va laisser ça aux autorités ivoiriennes. Mais ce que nous avons vu, il y a 49 militaires ivoiriens qui sont venus ici avec des fausses identités. Sans que nos autorités soient au courant. Ils ont dit également qu'ils sont là dans le cadre des éléments nationaux de soutien. Ce que l'aménagement a également démenti. Ils sont là également
qu'ils ont dit qu'ils ont un contrat avec une société privée. Alors imaginez, des militaires étrangers qui viennent dans notre pays qui nous disent qu'ils ont un contrat avec une société privée. Vous voyez que cela est dangereux et que cela ne peut pas passer comme ça. Alors j'aimerais dire tout simplement que aujourd'hui, Alassane, s'il pense que le Mali est un pays frère, s'il pense que le peuple malien est un peuple frère de la Côte d'Ivoire, il doit tout simplement reconnaître ses torts, venir vers ses frères. Aujourd'hui, Assimi et Alassane, il peut parler, mais il faut que Alassane descende. Il faut qu'Alassane revienne et reconnaître d'abord ce qu'il a fait, ce n'est pas bon, et aller vers le dialogue et aller vers d'autres choses. Mais ce n'est pas comme ça, vous envoyez des gens de façon illégale, ensuite c'est vous qui menacez, vous donnez sans délai. Vous avez été compris, alors je tourne vers M. Aboubakrine Touré. 49 militaires ivoiriens mis sous mandat de dépôt et déjà ce lundi, il y a Macky Sall qui est en visite à Bamako. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans la donne? Oui, vous savez, dans tous les cas, quelle que soit l'issue de cette histoire, les deux parties finiront par prendre la table du dialogue. Au lieu d'aller dans la confrontation et se retrouver dans le dialogue, pourquoi ne pas commencer par le dialogue? Vous savez, cette histoire suscite fondamentalement deux enjeux essentiels. Okay. Le premier enjeu, c'est celui de la préservation de la souveraineté de l'État du Mali. Le deuxième enjeu, c'est de préserver l'entente entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les enjeux, ce sont des enjeux de développement. Est-ce que préserver l'entente veut dire que si l'autre partie est en faute, il ne faut pas le punir? Non, vous savez, la justice va passer dans tous les cas. Le mandat de dépôt qui a été signé a donné ce qu'on appelle les déclics par rapport à la volonté ferme des autorités de la transition de donner une judiciarisation à cette affaire. Elle a été pénalisée. C'est le début de la procédure avec le mandat de dépôt. Mais à côté de cette détermination à donner une suite contentieuse à cette affaire, les autorités sont également conscientes qu'on a plutôt vocation aujourd'hui à permettre le développement des deux nations, à réconcilier les deux pays, à entretenir l'entente entre les deux nations, mais aller dans une guerre inutile ou encore dans une confrontation qui va finir par un dialogue, alors même que les conséquences peuvent être incalculables. Donc aujourd'hui, la présence de Macky Sall, c'est d'abord donner une chance au volet diplomatique. Au volet diplomatique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Macky Sall est quand même le président de l'Union africaine en exercice. C'est ça. Et aujourd'hui, il pèse de tout son poids dans la balance en matière de préservation de relations entre États africains. Donc, après l'échec, parce que peut-être que l'angle sur lequel le Togo avait approché le dossier n'était pas le meilleur. Il faut donner une seconde chance à un président plus expérimenté politiquement parlant et qui est pratiquement un frère, parce que le Mali et le Sénégal, quand même, ont été une même nation à un moment donné de l'histoire de ce pays. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara est convaincu que nos autorités sont dans une logique d'aller vers les Malikois. Et les Malikois n'est pas possible sans entretenir une certaine souveraineté. Est-ce qu'il est vraiment conscient de ça? Bon, dans tous les cas, aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu des tentatives qui consistent à saboter tous les échanges commerciaux en direction du Mali. Les autorités ivoiriennes ne peuvent pas prêter le flanc à de telles initiatives qui sont, qui relèvent d'une certaine aventure politique qu'il ne faut pas encourager. Très bien. Vous savez, le président Ouattara pense que aujourd'hui, il y a une chance à donner. Et cette chance passe par préserver la souveraineté du Mali. Cela veut dire quoi? Donner la chance à la justice malienne de créer ne serait-ce que la forme. Nous sommes dans cette logique. Il faut au moins qu'il y ait une forme. Qu'on dise qu'ils ont été jugés, ils ont été condamnés. Maintenant, si pour des raisons politiques, non avouées, le président de la transition, c'est la base de ses prérogatives, venez à les gracier ou à les initier, on a au moins l'histoire politique et tiendra qu'ils ont encouru des peines, ils ont été condamnés et que la justice malienne a joué son rôle. Mais le fait de les extirper des mains des autorités maliennes et de les remettre à leur pays, alors même qu'ils ont été accusés d'avoir commis des infractions très graves, qui sont des infractions relatives à l'atteinte à un État souverain, je pense que cela ne contribue pas
à donner la crédibilité que les Malikois voulaient donner à l'institution judiciaire de notre pays. Très bien. Alors, vous avez été compris. Quelle est votre position sur cette affaire visite de Macky Sall à Bamako ce lundi, suite à la mise sous mandat de dépôt des 49 militaires ivoiriens? Avant de rebondir sur la question, il faudrait rappeler que Macky Sall a des problèmes internes parce que sa coalition Beno Bokk Yakaar a été battue par la coalition Yoyos Kanoui et par la coalition de l'ancien président Gorgui Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que ça a à voir avec sa visite ici au Mali? Ça a un petit lien parce qu'il veut peut-être changer un peu d'atmosphère parce que vraiment ça a vraiment secoué. Donc, bref, je vais aborder la question de la visite de Macky Sall au Mali, qui est le président de l'Union africaine, mon co-débatteur l'a rappelé. Donc, cette visite tombe à pic parce que entre l'Union africaine et le Mali, ça ne va pas tellement, entre la CEDEAO et le Mali, ça ne va pas tellement parce que le Mali estime que l'Union africaine et la CEDEAO n'ont pas fait assez pour empêcher l'embargo qui a, pendant 6 mois, fait souffrir le peuple malien. Donc, ça a laissé vraiment une dent carriée et un sentiment de frustration sur le peuple malien. Et au-delà, cette visite de Macky Sall aussi intervient à un moment où, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, l'atmosphère est chargée d'électricité parce qu'il y a 49 Ivoiriens qui sont venus illégalement sur le territoire malien avec des fausses identités, des militaires qui se sont fait appeler coiffeurs, chauffeurs, cuisiniers, etc. etc. Donc, mais est-ce que vous avez vu ça? C'est vrai, ça a été dit, mais est-ce que vous avez les preuves? Nous avons toutes les preuves à portée du moment sur le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, qui l'a dit sur la télévision nationale. Nous avons beaucoup confiance en lui et je sais qu'il ne commettra jamais cette erreur de mentir au peuple malien. Donc ça, c'est une évidence. Donc ces 49 militaires sont venus ici sans justification et il fallait vraiment trouver la solution. C'est pourquoi les autorités ont décidé d'accélérer les choses vraiment en les plaçant sous mandat de dépôt le vendredi. Donc le juge d'instruction chargé des questions de terrorisme vraiment les a formellement inculpés parce que pendant tout ce temps, des arguments valables n'ont pas été avancés par les différentes parties pour prouver que ces 49 militaires, vraiment, ce ne sont pas des mercenaires. Parce qu'il y a eu plusieurs versions. D'abord, les autorités ivoiriennes ont essayé de nier leur présence sur le sol malien. Après, les Ivoiriens sont venus, les autorités ivoiriennes ont dit que c'est des logisticiens qui sont venus pour prêter main forte au détachement ivoirien qui se trouve à Mopti, au bataillon ivoirien qui se trouve à Tombouctou. Après, c'est les Allemands qui parlent pour dire que ces éléments sont venus pour soutenir le contingent allemand de la Bundeswehr qui se trouve au sein de la mission. Donc, il y a eu plusieurs versions. Maintenant, quand les autorités ivoiriennes ont compris que réellement les autorités maliennes sont en Syrie, donc ils ont essayé vraiment d'associer certains pays comme le Togo. D'ailleurs, nous adhérons beaucoup à la médiation togolaise parce que c'est ce que j'ai toujours dit. Nous préférons que nos problèmes se résolvent à Lomé, à Addis Abeba, et plutôt qu'à Paris ou bien à Bruxelles. Et je crois que le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, et le président togolais, Faure Essouzouma Yassoumbe, sont en train de s'impliquer pour que vraiment il y ait un dénouement heureux parce qu'il y a 2 semaines, je crois, des officiers ivoiriens et des officiers maliens se sont retrouvés à Lomé, n'est-ce pas, pour essayer de coordonner les choses. Et le ministre ivoirien de la Défense, qu'on appelle photocopie, Téné Birama Ouattara, qui est le frère d'Alassane Ouattara, vraiment a mis de l'eau dans son Yamakoudi parce que quand il a rencontré les parents de ces 49 militaires, vraiment, il a plutôt bien parlé. Il a affirmé que tout sera mis en œuvre pour qu'ils soient libérés. Vous savez que les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire ne datent pas d'hier. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont liés par le même cordon ombilical. C'est le sel du Mali, c'est la cola de la Côte d'Ivoire. Ça existe. Mais qu'est-ce qu'on peut, à quoi peut-on s'attendre après cette visite? Et après cette visite de Macky Sall, on peut peut-être espérer. Il y a des raisons d'espérer parce que ce qui est sûr, c'est Macky Sall et le colonel Assimi Goïta, qui est le chef de l'État du Mali, vont aborder la question, n'est-ce pas, de ces 49 mercenaires qui se trouvent sur le sol malien. Parce qu'il faut le dire, dès qu'on parle de mercenaires, c'est extrêmement grave parce que dans la charte de l'Union africaine même, la notion de mercenariat a été criminalisée parce que les mercenaires n'ont pas laissé de bons souvenirs sur le continent africain. Peut-être qu'il faut revenir sur la définition du terme mercenaire. Qui appelle-t-on mercenaire? Je voulais terminer en vous rappelant quand même que on a vu ce qui s'est passé le 22 novembre 1970 à Conakry, ce qui s'est passé en 1974 au Bénin avec l'opération qui a été menée par Bob Denham, opération Escargot, ce qui s'est passé aux îles Comores, etc. Donc, et généralement, quand des agents comme ça viennent dans votre pays, si on ne secoue pas le coco, l'expérience a démontré qu'ils peuvent s'infiltrer dans la masse
Parce qu'il y a certains politiciens qui sont tellement virés, qui sont capables de les utiliser. Ils vont porter des tenues militaires maliens, tirer sur la foule. Et on va dire que c'est la transition qui a tiré sur son peuple. Donc, c'est pour vous dire que les autorités de la transition ont raison d'être prudents, ont raison vraiment de secouer très bien le cocotier pour que toute la vérité soit dite sur cette affaire. Donc, le Mali n'a jamais fermé la porte du dialogue. Le Mali a toujours dit qu'il est ouvert au dialogue. Mais il faut que le droit soit dit. Une fois le droit dit, donc ces personnes seront libérées et ces personnes vont regagner leur pays. C'est une façon pour les autorités maliennes de dire à la communauté internationale que désormais, si vous voulez venir dans notre pays, il y a des formalités à remplir. Vous ne pouvez pas venir dans un pays souverain, n'est-ce pas, en violentant des textes. Et vraiment, c'est inacceptable, c'est impossible. Je crois que ça servira de leçon aux autres. Et quand les autres vont venir, ils vont remplir toutes les formalités avant de venir. Très bien. Alors, M. Idrissa, vous voulez rebondir sur ça ou bien on peut passer déjà au second sujet qui est, ou bien vous voulez répondre sur ça? Non, j'aimerais tout simplement ajouter que un pays étant en guerre, on ne peut pas laisser comme ça les forces spéciales d'un autre pays rentrer avec des fausses identités sans contrôler. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, le dialogue, oui au dialogue, mais le dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'assoit, on parle. Hein? Vous dites ce que vous ne voulez pas, moi aussi je vais dire ce que je n'aime pas. Alors il faut que l'autre côté reconnaît ses torts. Si moi aussi j'ai tort, moi aussi je vais reconnaître. Mais lorsqu'il y a deux côtés en face et que l'autre côté ne veut pas reconnaître ses torts, c'est cela qui complique la situation. Sinon, si vous regardez cette situation-là, le communiqué que l'aménagement a fait, les infos que nous avons reçues des Nations Unies, cette histoire est claire. Cette histoire est claire. On n'a plus besoin d'aller chercher des midi à 14h. Il faut tout simplement reconnaître ses torts et on va passer à autre chose. Mais si on doit tout le temps continuer à dire bon, c'est moi qui est telle personne, ou bien le Mali est comme ça, ou bien Assimi a tenu tête à la France, il ne va pas nous tenir tête, ou bien il ne va pas tenir tête. Non, moi je pense que cela ne résout pas la situation. On doit tout simplement comprendre que le Mali aujourd'hui veut tout simplement que sa souveraineté soit reconnue et respectée, que son indépendance soit reconnue et respectée par tout le monde. Point barre. Très bien. Est-ce que, s'il vous plaît, vous n'avez pas encore la parole, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des non-dits dans cette affaire? Bon, je pense que quand même, concernant l'histoire, il y a tout qui est sur la place publique. Mais les intentions, on peut pas tout, on peut jamais connaître toutes les intentions qui sont là. Parce que si vous voyez, déjà, les autorités maliennes ont dit qu'ils sont ouverts au dialogue. Hein, c'est d'ailleurs eux-mêmes qui ont reçu en première position le négociateur togolais. Et c'est eux qui ont communiqué premièrement sur l'affaire. Ça veut dire qu'ils sont de bonne foi. Ils veulent que cette affaire-là soit réglée de façon amiable. Mais de l'autre côté, quand on a vu les communiqués avec les menaces, et surtout quand on voit certainement l'instrumentalisation de la jeunesse, ou bien essayer d'instrumentaliser les familles des soldats détenus ici pour les faire sortir pour manifester ou pour empêcher nos compatriotes de faire ceci, de faire cela, on se pose des questions. Mais qui est derrière? Ok. Alors, Badou. Pour terminer, moi, je voudrais tout simplement souligner que les autorités maliennes n'ont pas demandé grand-chose. Les autorités maliennes ont demandé à ce que les Ivoiriens expriment des regrets et que les Ivoiriens livrent au Mali certains de nos opposants qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Et parmi eux, un certain Enea Kamara a eu le courage moral de dire qu'il est même le chef de l'État malien. Pour terminer, je vais vous dire une chose. Vous savez que le peuple malien et le peuple ivoirien, c'est le même peuple. Vous partez dans le Tchologo, dans le Poro, dans le Worodougou, vous trouvez les mêmes noms de famille. Donc c'est la preuve que c'est deux peuples unis, mais faisons attention. Et je profite de votre plateau pour lancer un appel aux vidéomans, que ces vidéomans fassent extrêmement attention, parce qu'il ne faut pas qu'ils polluent l'atmosphère, c'est très dangereux. Et je pense que le colonel Suleiman Founé Dambélé, qui dirige la DIRPA, a l'habitude de demander à ce que vraiment que chacun mette balle à terre, parce que il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Le Mali n'a aucun intérêt à combattre au de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a aucun intérêt à combattre le Mali parce que les terroristes... Qu'est-ce que vous en savez, M. Koba? Ce que j'en sais, c'est que les terroristes sont en train d'aller vers les pays côtiers. Il n'y a pas longtemps, ils ont tiré 25 personnes au Togo. Et au Bénin, dans la province de l'Atakora, il y a eu plusieurs attaques. Et d'ailleurs, cela a poussé le président Patrice Talon à demander à l'administration formellement de renvoyer les contingents béninois au Bénin pour renforcer la sécurité aux frontières du Bénin. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, dans le parc de la Pendjari également, il y a eu des enlèvements de touristes. Donc c'est la preuve que les terroristes sont en train d'aller vers les pays côtiers. Et la Côte d'Ivoire a été victime d'attaques terroristes à Kafolo. En 2016, à Grand-Bassam, à Kafolo et récemment à Kafolo. Okay. Donc c'est la preuve que les deux pays ont plutôt intérêt vraiment à se donner la main parce que le terrorisme est transnational. Donc vraiment les deux pays ont intérêt à dialoguer, à négocier, à trouver un compromis. Je pense que
Ce problème n'est que passager et ce problème ne représente rien par rapport aux liens sacrés qui unissent la Côte d'Ivoire et le Mali. Alors très bien, Monsieur Aboubacrine, est-ce que vous avez l'impression que vous mettez le feu et vous appelez les gens à venir éteindre avec vous? Je ne pense pas que ce soit le cas. Vous savez, quand les conditionnalités ont été proposées aux autorités ivoiriennes, c'était une façon pour nos autorités aussi de donner, en tout cas, une certaine image pour l'opinion malienne. Il ne faut pas quand même qu'il y ait tout ce tapage autour de l'arrestation de 49 militaires et qu'en catimini, on les libère. Il faut quand même que nos amis ivoiriens dépassent leur orgueil et qu'ils présentent des actions, je veux dire, des excuses à la nation malienne. Ce n'est pas trop demandé, ce n'est qu'une formalité. Maintenant, et ils pensent, les Ivoiriens, dans leur entendement, ils pensent que présenter des excuses venait à reconnaître leur culpabilité. Comme on le dit, qui c'est un signe de faiblesse pour eux. Voilà, qui s'excuse s'acquise. Vous savez, donc je pense que ce qu'il faut, c'est de continuer avec le dialogue et de demander aux uns et aux autres de dépasser l'orgueil, l'arrogance pour arriver à des postures tout à fait objectives dans l'intérêt des deux pays. Très bien, alors nous allons changer de sujet, je suis arrivé enfin. Insécurité au nord du Mali, les derniers événements de Tessit dans la région de Gao et dans la région de Ménaka. Insécurité, nous en parlons, ça ne finit pas. Réception des aéronefs le 9 août dernier. Est-ce que nous tendons vers la résolution définitive de la crise, M. Idrissa? Vers la résolution définitive de la crise. Je pense que la résolution définitive de la crise vient d'abord du fait de comprendre nous sommes dans quelle crise, quelles sont les causes, qui sont les complices. Et si nous arrivons d'abord à comprendre ça, c'est déjà un bon début. Vous connaissez déjà les noms des complices? Déjà, à vous entendre. Déjà, l'histoire est têtue. En 1958, il y a des gens qui ont voté dans leur assemblée une loi pour dire qu'ils vont revenir ici chez nous. Les pays, qui vont revenir. Et bizarrement, c'était en janvier 58, et bizarrement, c'est en janvier 2013 qu'ils sont revenus ici. Et depuis qu'ils sont revenus ici, vous avez tout vu. 9 ans, ils sont là, rien n'a changé. Et pire encore, quand le problème commençait, on a tous entendu les ministres des Affaires étrangères, les autres ministres français dire à chaque fois que les rebelles bougeaient, que MNLA vient de faire un grand pas et autres là. Donc on a entendu ça, on a vu ça. L'histoire a retenu tout cela. Et ensuite, vous savez, comme je l'ai dit, lorsqu'on est dans un problème et qu'on arrive d'abord à reconnaître qu'on est dans un problème et qu'on arrive d'abord à se convaincre que ce problème-là, c'est ça la source. Et à partir de là, on peut commencer à avoir des solutions. Ceux qui sont venus avec des armes de la Libye, certains d'eux ont clairement dit que c'est la France qui les avait convaincus en Libye de lâcher Kadhafi. Pour quel intérêt? Parce que Kadhafi était costaud à l'époque, sa garde présidentielle était un peu forte, et il fallait diviser cette garde-là et envoyer ceux qui avaient quitté le Mali, leur renvoyer vers le Mali en leur promettant l'indépendance. C'est eux qui l'ont dit. Donc, à partir de là, le problème est connu. Est-ce que vous voyez? Qui a créé le problème? Cela est connu. Maintenant, celui qui est là, qui a créé le problème, on ne peut plus confier ce problème-là à cette personne-là pour qu'il soit maître pour trouver la solution. Ça, c'est impossible. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu. J'aimerais rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Féliciter le peuple malien, féliciter la population de Gao, féliciter le mouvement Yerawolo debout sous le rempart et féliciter nos autorités de la transition pour le départ du dernier soldat français de notre territoire. Parce que nous avons vu, tant que nous étions sous le leadership de la France, rien n'allait changer. Ils sont venus pour nous aider. Et puis, c'est même bizarre quoi. Ils sont venus nous aider pendant 9 années. Il a fallu qu'on rompe avec eux pour avoir du bon matériel. Il a fallu qu'on rompe avec eux pour avoir des avions de chasse. Il a fallu qu'on rompe avec eux pour que l'armée puisse commencer à monter en puissance. Mais ma question, oui. Je vais revenir là-dessus. Oui. Est-ce que ça suffit pour aller définitivement à bout de la crise sécuritaire? Non, j'ai dit que... Chasser la France. Non, je dis que c'est un début de solution. Un début de solution n'est pas la solution définitive. D'abord, un début de solution, c'est quoi? Nous avons vu, c'est quoi le problème? C'est comme le médecin qui fait, qui fait un diagnostic, qui trouve là où se trouve le problème, et le médecin va commencer à soigner. Maintenant,
si vous devez opérer quelqu'un, cela peut paraître bizarre pour quelqu'un, pour certaines personnes. Et puis, ceux qui ne savent pas c'est quoi l'opération, ils vont dire qu'il est en train d'éventrer cette personne-là. Mais non, vous êtes en train de soigner. Et c'est là, comment dire là, il y a des moments où ça va être dur. Mais si on continue, on peut, comment dire là, ça va s'arranger et la situation va s'améliorer. Déjà, la situation est en train de s'améliorer. Parce qu'aujourd'hui... Vous le dites sans vous tromper. Non, sans me tromper aujourd'hui. Vous pouvez dire aujourd'hui qu'il y a des attaques. Vous pouvez dire aujourd'hui qu'il y a il y a des civils qui meurent. Vous pouvez dire qu'il y a même des militaires qui tombent. Mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que l'armée de 2021 est égale à l'armée de 2019. Si l'armée de 2021, on n'est pas l'armée de 2022, oui. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la grande question, c'est de comparer l'armée ou bien de savoir qu'il n'y a plus d'attaques? Non, ce n'est pas de comparer l'armée. Quand on parle de la sécurité, d'un pays comme ça, on va directement à l'armée. Si l'armée est faible, qui va sécuriser le pays? Très bien, mais si l'armée est forte, mais juste pour finir, déjà, ce qui est visible aujourd'hui, si les Maliens avaient vu ça en 2019, beaucoup de choses allaient changer. Si les Maliens avaient vu en 2019 que les 1230 et quelques milliards qui avaient été dits pour avoir de l'armement, si les Maliens avaient vu ne serait-ce que les 20% ou bien les 30% de ça en 2019, les gens n'allaient pas, faire tout ce qu'ils ont fait en 2019-2020. Vous savez que l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Merci, monsieur Idrissa Meminta. Je rappelle que vous êtes le chargé à la communication de Yerewolo, mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Monsieur Badou Escoba, voilà, la question, je vous l'adresse. Insécurité dans le nord du Mali, les derniers événements de Tessit et de Menaka. Tessit, c'est dans la région de Gao. Et de Menaka, naturellement, nous avons reçu des aéronefs. C'est le président de la transition même qui les a reçus. Est-ce que nous tendons vers la crise? Nous tendons vers la fin de la crise? Même si nous ne tendons pas vers la fin de la crise, je pense que la réception de ce matériel est la preuve que le Mali est déterminé à avoir son autonomie, comme je l'ai dit au tout début du débat, et que le Mali est déterminé à ramener la sécurité dans ce pays. Aujourd'hui, vous avez changé, en tout cas, quand je dis vous, pas, les autorités de la transition veulent varier leurs partenaires. Est-ce que ce qui a été fait par la France, est-ce qu'il n'y a pas la peur que ces nouveaux partenaires feront la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas cette peur? Est-ce que vous le ressentez? Non, les nouveaux partenaires ne feront pas la même chose parce que ça dépend de la nature du contrat. Je ne connais pas le contenu de ce qui lie le Mali à la Russie, mais je sais que les relations entre Bamako et Moscou datent de l'époque de l'URSS, datent de l'époque du président Modibo Keïta. Et en 1974, le Mali a signé un accord de coopération avec l'URSS à l'époque qui a fait trembler tous les pays de la sous-région. Et dans cet accord, il était prévu que l'URSS fournisse des équipements adaptés à l'armée malienne, et ce qui a été fait. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est les 30 dernières années. Les 30 dernières années, on a remarqué que l'outil de défense a été démantelé. Sinon, en son temps, la mine d'or de Kalana a été exploitée par les soviétiques et en échange, ils fournissaient des armes et des instructeurs militaires pour former les militaires maliens. C'était une évidence. Donc, pour encore rebondir sur votre question, donc la venue de ces aéronefs, les Sukhoi Su-25 et puis Albatros L-39, la venue de ces appareils tombe bien, parce que le Mali était dans le besoin. Parce que pendant longtemps, on nous a imposé un embargo injuste. Et donc, il fallait changer de trajectoire. C'est pourquoi, lors de la 76e Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre Dr Kokala a dit que la France a abandonné le Mali à plein vol et que le Mali va diversifier ses partenaires. Et c'est dans le cadre de ce partenariat que les Russes vraiment sont entrés en action sur le territoire malien. Les gens parlent de Wagner. Non, il n'y a pas Wagner au Mali. Il y a des instructeurs militaires russes qui sont venus pour, vraiment, au nom du donner et du recevoir, vraiment transmettre leur savoir à nos militaires pour que nos militaires
puisse combattre le terrorisme. Parce que l'expérience a démontré que la France n'a jamais été sincère avec le Mali. J'ai des preuves. En 2012, au plus fort moment de la guerre contre les rebelles du Nord, Alain Juppé, la Juppette, qui était le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, a eu le courage moral de dire que les combattants du MNLA ont remporté d'importantes victoires sur les Brésiliens. Il va falloir négocier avec eux. Mais la France, à cette époque, c'est la France, c'est les autorités même qui ont fait appel à la France pour que la France puisse... Non, la France est intervenue le 11 janvier 2013 à travers l'opération Serval. Et ça s'est passé en janvier 2012. Et après l'opération de Serval, on a vu ce que Jean-Yves Le Drian a dit ici. Jean-Yves Le Drian a eu le courage moral aussi de dire que les peuples du nord et du sud du Mali ne se sont jamais entendus. Il va falloir trouver une autre formule pour que ces peuples puissent s'entendre. Très bien, merci. Ça, c'est un symbole de partition. Et plus récemment, Emmanuel Macron, qui ne connaît rien du Mali, qui ne connaît pas le concept du Mali, qui ne sait pas que le Mali est une mosaïque d'ethnie, a eu le courage moral de dire qu'on est en train de persécuter le peuple. Quand des dirigeants d'un tel pays tiennent des propos à l'égard de votre pays, vous allez laisser passer ça. On ne laissera pas passer ça. Donc c'est pourquoi on est en train de nous doter des moyens nécessaires, des moyens adaptés pour bouter hors de notre territoire national et les terroristes et toutes les personnes qui sont liées à ces impératifs. Pour terminer, le tout militaire est une évidence, mais il faut aussi penser au développement. Il faut que les services sociaux de base retournent dans ces régions. Vous savez pourquoi le CILS a été créé, le comité interétat de lutte contre la sécheresse sociale. Les chefs d'État à l'époque ont eu la bonne vision de créer le CILS et de créer une structure du Liptako Gourma parce que dans ces zones, il n'y avait pas de structure de développement, il n'y avait rien. Donc, c'était pour développer ces zones. Il faut reconnaître que les pouvoirs centraux aussi en Afrique délaissent souvent certaines régions. Et je pense que la transition a compris cela. C'est pourquoi la transition est en train de changer d'approche en installant progressivement des bulles de sécurité. Les bulles de sécurité, c'est quoi? Ils mettent en place une structure militaire et autour de cette structure militaire, les services sociaux de base retournent petit à petit parce que la nature a horreur du vide. Donc, pour terminer encore une fois de plus, l'arrivée de ces avions a été du pain béni pour le peuple malien. Je vais vous raconter une histoire. Il n'y a pas longtemps, il y a le lieutenant-colonel Didier Bamoni qui est chargé des opérations militaires sur le théâtre national du Burkina et le lieutenant-colonel Nawon Daba, le directeur général des sapeurs-pompiers du Burkina. Ils sont venus ici rapidement pour rencontrer nos autorités parce qu'ils disent que l'armée malienne est une source d'inspiration pour eux. Parce qu'ils sont venus s'enquérir de l'expérience de l'armée malienne. Et il faut que l'armée malienne leur prête main forte pour pouvoir combattre les terroristes au Burkina Faso. Pourquoi? Sans risque de me contredire, je vais dire sur votre plateau que l'armée malienne est au-dessus de l'armée tchadienne aujourd'hui. Je peux vous le dire et vous pouvez dire ça partout et vous ne serez pas dessus. Alors, vous avez été compris, monsieur Badou Escobar. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Est-ce que vous êtes dans la même longueur d'ordre que monsieur Badou? Je suis vraiment d'accord avec lui, surtout que les gens ont tendance à penser que la solution est tout à fait militaire. Parce que moi, de mon point de vue, je pense qu'à côté de la solution militaire, il faut aussi des projets de développement. Mais sincèrement, avant la solution militaire et les projets de développement, il faut farouchement lutter contre la corruption. Parce qu'il l'a dit, l'outil de défense a été démantelé. Par qui? Par les 30 années d'exercice démocratique. Tout récemment, suite à une pénalisation d'une affaire de détournement, il a été révélé que des politiciens aux affaires ont eu l'outrecuidance d'emmagasiner des matériels militaires et empêcher leur utilisation. Et plus tard, demander les mêmes appareils. Monsieur Aboubakrine, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? J'ai dit bien. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? J'ai dit, suite à une judiciarisation, il a été révélé. Ça, c'est une configuration que seulement les acteurs de la justice peuvent confirmer. Je l'ai appuyé à travers la presse. Je l'ai dit ici avec réserve. Mais j'ai dit, si c'est le cas, il faut fondamentalement tuer tous les enseignements de l'exercice démocratique. En luttant farouchement contre la démocratie. En outillant nos armées. Mais surtout, en initiant des initiatives de développement, c'est-à-dire des projets de développement. Parce que tout récemment, on a vu une vidéo qui circule sur le réseau. Dans cette vidéo, on a vu les ennemis de la paix, les djihadistes, qui sont dans une logique de toilettage en matière psychologique. Ils sont en train de préparer des jeunes de leur ethnie à prendre les armes et venir s'ajouter à eux pour continuer à mener les djihad, comme ils le disent, ce terrorisme-là. Donc je pense que nos autorités doivent également changer de fusil d'épaule, donner
les moyens qu'il faut aux militaires, mais aussi aller vers une approche. Vous savez, je pense que les autorités sur cette lancée, rappelez-vous l'institutionnalisation des pouvoirs traditionnels. Ça a été, aujourd'hui nous sommes dans une logique à aller vers une constitutionnalisation de leurs prérogatives. En Côte d'Ivoire, c'est déjà une réalité. Il faut que les chefs de village, les chefs de canton soient rapprochés pour lutter contre le terrorisme. Il faut que ces gens, en tant qu'autorités traditionnelles, puissent rapprocher les jeunes et les dire que leur salut réside dans la paix et qu'ils ne doivent jamais se laisser entraîner par un quelconque recrutement de djihadistes ou des touristes. Très bien. Ces gens-là ont besoin d'être recrutés. Ils ont besoin de l'emploi. Ils ont besoin quand même d'être accompagnés en matière sociale. Donc, vous voyez, donc je pense qu'effectivement, il faut une solution transversale. Une solution militaire, une solution politique, sociale, et surtout, lutter contre la corruption. Parce que tout cet argent qui est engagé dans la lutte contre le terrorisme, il faut que cet argent soit utilisé à bon escient. Il ne faut plus que nous assistons à des détournements massifs. Parce que tant que cela continue, nos moyens seront limités, quelle que soit cette communication dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, avec l'avènement des hélicoptères, nous sommes dans une guerre où, en tout cas, la confrontation entre les deux armées, si on peut parler d'armées, a monté ses limites. Maintenant, il faut qu'il y ait la différence à travers la logistique. Et notre armée est dans une logique d'utiliser les moyens aériens pour arriver au bout de ces djihadistes. Très bien. Je pense que vous avez été compris. Merci. Réception des aéronefs, ça a été médiatisé. Est-ce que ça ne compromet pas notre renseignement? D'abord, j'aimerais rebondir sur certains points. Vous savez, lorsque vous êtes atteint par le sida, c'est votre système défensif qui est atteint. Et il y a toutes sortes de maladies qui viennent. Est-ce que vous comprenez? Soyez plus clair, s'il vous plaît. C'est ce que j'aimerais dire. Vous savez, le colon, en partant, a mis en place un système qui ne nous permettait pas de nous développer. Vous allez voir qu'il y a des dirigeants qui ont été mis à la tête de certains pays parce qu'ils aimaient beaucoup l'argent. D'autres avaient été mis ici parce qu'ils aimaient beaucoup d'autres choses. Donc comme ça, on crée un système dans lequel la corruption est légalisée, dans lequel où le népotisme est légalisé, et pour pouvoir contrôler ce peuple-là encore. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut d'abord connaître d'où vient le problème. Dès que tu commences à... Dès que comment dire là, dès que tu as la cause. Voilà la cause, et en ce moment-là, c'est facile de traiter. Ils ont instauré ça avec leur histoire de démocratie chez nous ici. C'est quoi pour eux la démocratie? Il faut tout simplement aller aux élections et le reste, c'est pas bon. Et le reste, on s'en fout. Maintenant, vous pouvez voler, vous pouvez tout faire, mais tant que vous organisez des élections, même si ces élections-là sont bonnes ou pas, il n'y a pas de problème. Donc, ils avaient instauré ce système-là ici pour pouvoir nous contrôler. Et puis après, lorsque un dirigeant voulait révolter, on va ressortir ce que tu as volé, on va ressortir ce que tu as fait par-ci, par-ça. Ah, attention, tu as fait. Et ce dirigeant-là va se recroqueviller, il va retourner. Et c'est ce système-là qu'on a combattu et ce système-là qu'on va continuer de combattre. Tant que ce système-là n'est pas fini, il y aura toujours des rébellions, il y aura toujours, comment dire là, de la corruption et autres là. Raison pour laquelle c'était très important d'avoir le contrôle de notre pays, de nous affirmer sur le plan sécuritaire et sur le plan de la souveraineté et autres. Et également pour dire, il y a un documentaire si je ne me trompe pas, c'est de la France 2. Ce documentaire, c'est sur les services secrets français, comme le grand frère Badou l'a dit. Et dans ce documentaire-là, l'agent du service secret français, il le dit, quand ils sont arrivés en Vietnam, ils ont vu qu'il y avait, il y avait des ethnies, et pour eux, c'était très facile de remonter ces gens-là, de les donner des armes pour les remontrer contre les autorités, ceux qui étaient en face, ceux qui refusaient leur truc. Maintenant, vous voyez ce que Macron essaie de faire ici également. Vous avez également tantôt parlé de la perte du nouveau partenaire. Je pense qu'ici, ce qui est important de comprendre, c'est quoi? Vous l'avez même dit tantôt, quand la France venait ici avec l'opération Barkhane, c'était du cher-moi. C'était du cher-moi. La lettre, c'était quoi? C'était demander une couverture. Je ne sais même pas si vous vous rappelez. À l'époque, la Sanoro même le disait un peu à la télé. Nous, des troupes au sol, on n'en avait pas. Des troupes au sol, on n'en avait pas. Il y a des images qui circulent jusqu'à présent. C'était demander une couverture aérienne. Mais c'est eux qui ont dit non, on va venir par terre. On ne les a pas demandé ça. Donc, c'était un peu du cher-moi. Et avec la Russie, c'est quoi? Avec la Russie, c'est quoi? Vous savez que les armes qu'on paye aujourd'hui, on ne nous donne pas gratuitement. Nous payons avec notre argent.
Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà, la forme, c'est différent. Il y a un pays qui, depuis des années 58, a juré de revenir nous coloniser. Et ce pays-là est revenu encore en revenant à forcer la main à nos dirigeants pour envoyer une lettre et de venir par force par terre. Et la Russie, ce n'est pas comme ça. On est parti vers eux, on traite de façon légale à égal. Maintenant, je vais revenir aux armes. Avant que vous ne reveniez sur ça, la grande question, c'est la peur que peut-être certains citoyens ont de vivre les mêmes choses qu'ils ont vécues avec la France. Ouais, c'est ce que si vous variez les partenaires aujourd'hui, c'est avec la Russie. Si la Russie ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous êtes, en tout cas, est-ce que le pays, le Mali Koura dont nous parlons, est-ce que l'indépendance, la souveraineté, c'est de tourner vers un autre partenaire ou bien c'est d'être équilibré seul? Vous savez, pour nommer quelqu'un d'abord, vous savez pourquoi on demande le CV? C'est pour connaître son parcours. Est-ce que lui, là, il était comment avant? Aujourd'hui, il est comment? La raison pour laquelle je pense que c'est pour cela qu'on demande le CV. Si la Russie avait un CV entre la Russie et nous, si vous allez prendre ce CV-là, vous allez voir que dès les premières heures de l'indépendance, on s'est tourné vers la Russie. Et vous avez même demandé à un moment donné que pourquoi c'est pourquoi? Tout simplement parce que c'était une voie qui nous amenait tout droit vers l'indépendance. Et l'impérialisme ne pouvait pas s'asseoir et regarder comme ça. Il fallait tout faire pour ce président-là qui était là, qui était Modibo Keïta, qui voulait nous amener vers l'indépendance. Et il fallait tout faire pour le dégager. Ils ont tout fait pour le dégager. Alors aujourd'hui, c'est vrai, ils vont dire aux gens, qui est en train de dire aux gens, ces gens-là, ils l'ont dit, je ne sais pas, il y a le sénateur français ou bien c'est un député qui a dit dans leur assemblée là-bas là, que la France va dépenser 1 milliard et quelques d'euros pour la communication, travailler leur image et travailler contre la Russie. Alors forcément, ils vont venir nous dire ici, la Russie coupe la tête aux gens, si la Russie vient, vous allez être comme ci, vous allez être comme ça. Il faut tout simplement prendre le départ. Le départ avec la France, c'est quoi? C'est eux qui nous ont colonisés. Ils ne voulaient pas sortir de cette colonisation-là. La Russie ne nous a pas colonisés. Et de 1961 jusqu'à la chute de Modibo Keïta, le petit parcours que nous avons fait avec la Russie, nous étions respectés, nous étions armés, nous avions beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce que le monde entier devrait comprendre, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons des autorités qui tiennent à notre souveraineté. Nous avons une autorité qui n'aime pas qu'on leur dicte des choses. Et aujourd'hui, vous savez, pour l'impérialisme, un président africain ou bien un Africain tout bonnement ne peut pas décider seul. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui est là, qui commande, qui l'amène par-ci, qui l'amène par-là. Non, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, nous sommes capables de décider, nous sommes capables de dire à la Russie, halte, nous sommes capables de dire à la Russie, on continue, et nous sommes également capables de dire à la Russie, merci quand il le faut. Maintenant, juste pour terminer avec les armes là, vous savez, la guerre, ce n'est pas seulement tirer. Dans la guerre aussi, il y a l'aspect dissuasif qui est là. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'aspect dissuasif qui est là. Et même pour la protection, pour que le peuple puisse être tranquille, il faut qu'à un moment donné, le peuple voit quelque chose ou bien le peuple sache que vraiment qu'il a une armée qui est capable de le sécuriser. Et aujourd'hui, ici, vous voyez les aéronefs, ils l'ont même dit que ce qui a été montré à la télé, ce n'est pas tout. Et j'ai eu la chance d'être là ce jour-là. Et ce que j'ai vu, on n'a pas tout montré à la télé. On n'a pas tout montré à la télé. Ce qui a été montré ne compromet pas le renseignement de l'armée malienne. Ça rentre même dans le cadre de la guerre et ça renforce même notre sécurité et ça renforce même le moral du troupe. Très bien. Alors, Badou Escoba, nous allons changer de sujet. J'aimerais ajouter quelque chose. La guerre aussi, nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. Et quand vous êtes dans un contexte de guerre asymétrique, il faut aussi mettre l'accent sur le renseignement. Et pour terminer, sur ce chapitre, je vais vous rappeler une chose. Vous savez que je ne peux pas quitter ce plateau sans effet le taureau gaulois. Il faut qu'on déshabille la France. Il faut que la France soit démasquée. La France est derrière le génocide rwandais d'ici 1994. C'est la France qui a armé les génocidaires. Ce n'est pas la radio Mille Collines, c'est plutôt la France. Non, c'est la France qui a armé les génocidaires à travers l'opération Norua et l'opération Virunga. Et quand les forces armées rwandaises ont été battues par l'armée patriotique rwandaise, c'est la France qui a mis en place l'opération turquoise pour accueillir les génocidaires. Et ces génocidaires ont failli se préparer encore pour envahir le Rwanda. C'est pourquoi le maréchal président Mobutu a été renversé par Laurent Désiré Kabila avec la bénédiction des pays de la région. Et pour terminer, la France n'a pas laissé de bons souvenirs en Côte d'Ivoire. L'opération Licorne, on a vu les ravages causés par l'opération Licorne. On a vu le bombardement et la destruction des aéronefs de Laurent Gbagbo. On a vu comment la France a tout
fait pour que Gbagbo puisse quitter le palais de Marcory. Vous avez les preuves que c'est la France qui fait ça. Oui, nous avons les preuves. Et que vous êtes responsable de je suis responsable de ce que je suis en train de dire. Je vous renvoie au documentaire secret les services secrets français. Vous allez entendre et voir les Français même expliquer ça. Voilà. Très bien. Lors du bombardement de la ville portuaire d'Haiphong au Vietnam en 1946 par la marine française, il y a eu 6000 victimes. Vous pouvez vérifier le livre d'histoire. Nous, on ne parle pas au hasard. Nous connaissons suffisamment les Français. Je n'aime pas rentrer dans les plaidoyers pour au moins. Si je dois aller en France, je n'irai jamais en France. Je suis né au Mali, j'ai grandi au Mali, je vais mourir au Mali. Quelqu'un me disait hier que tu n'auras pas le visa de la France. J'ai dit, je n'ai pas besoin du visa de la France. J'ai le visa du Mali, c'est suffisant. Ça me suffit. Mais vous pouvez aller en Russie. Partout dans le monde, sauf en France. Très bien. Voilà. Alors, nous changeons de sujet, nous changeons de sujet rapidement. Départ de l'aménagement demandé par le mouvement Yerewolo, debout sur les remparts. Quels sont les enjeux? Pourquoi demander le départ de l'aménagement pendant que leur mandat a été prolongé d'1 an au Conseil de sécurité? Alors, nous avons le chargé à la communication sur ce plateau. C'est une chance, c'est une grâce, et il nous explique d'ailleurs le pourquoi. Pourquoi vous demandez le départ de l'aménagement d'ici le 22 septembre, qui est la date de l'indépendance de notre cher Mali? D'abord, ça commence par se poser la question pourquoi l'aménagement est là. L'aménagement est là au départ pour aider l'armée à recouvrir l'intégrité territoriale, ainsi de suite. Ensuite, la stabilisation. Oui, ce qui m'intéresse, je vais arriver tout de suite. Mais pourquoi c'est maintenant que vous avez décidé, depuis qu'ils sont là, pourquoi c'est maintenant que vous avez décidé? Non, j'arrive. Vous voulez qu'ils partent? Je vais tout vous expliquer. Ensuite, le dernier mandat, on met protection des civils. On donne mandat à l'aménagement de protéger des civils. Et on dit à l'aménagement, vous pouvez utiliser la force lorsqu'on vous empêche d'accomplir le mandat. Et ce mandat-là, c'est quoi? La protection des civils. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aménagement aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont, ils ont longtemps véhiculé qu'ils ne sont pas là pour combattre le terrorisme et autres. Alors, je viens de démontrer tout à l'heure que l'aménagement est là pour protéger les civils. Contre qui? Ils n'ont pas mentionné. Donc, les terroristes, que ce soit terroriste ou autre là, lorsque un groupe d'hommes ou bien quelqu'un essaie d'attenter à la vie de ces civils-là, l'aménagement est obligé de réagir. Ce que l'aménagement n'a pas fait. Deuxièmement. Il n'a pas fait dans quel cas? L'aménagement a même dit qu'elle n'est pas là pour ça. Il y a des attaques qui ont été menées à côté de l'aménagement. L'aménagement n'a pas réagi. Et quand on leur a demandé, ils disent qu'ils ne sont pas là pour ça. Et est-ce qu'ils vous ont expliqué leur mandat clairement? Quel est leur mandat clair? Je n'ai pas besoin qu'ils m'expliquent le mandat du moment que moi j'ai le mandat. Et que je lis dans ce mandat-là, je vois qu'on leur a demandé de protéger les civils. Et on leur a également dit, vous pouvez utiliser la violence lorsqu'on vous empêche d'accomplir votre mission. Et cette mission, c'est la protection des civils. Il y a d'autres la mission qui sont déjà. Donc, si quelqu'un touche aux civils, ça veut dire que les civils ne sont pas protégés. Lorsque les civils ne sont pas protégés, la cause, ou bien ceux qui menacent la sécurité des civils, là, l'aménagement doit combattre ça. On n'a pas besoin encore de dire à l'aménagement, va combattre les terroristes. Non, mais l'aménagement nous dit qu'elle n'est pas là. Bon, ok, d'accord. Elle dit qu'elle n'est pas là alors que c'est écrit noir-blanc dans son mandat 1. L'aménagement n'a pas fait ça. Et notre dernière rencontre avec l'aménagement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'eux-mêmes, aujourd'hui, ils sont en manque d'effectifs pour accomplir leur mission. Ils nous disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas les moyens pour accomplir leur mission. Ils nous disent encore qu'ils n'ont même pas la formation nécessaire pour accomplir leur mission. Quand vous parlez de MINUSMA, c'est qui exactement avez-vous rencontré? Nous avons, je crois que c'était le chargé des questions politiques de l'aménagement. Voilà. Et ils nous disent encore, ils ne sont pas capables de se protéger eux-mêmes, qu'aujourd'hui, même la sécurité de l'aménagement, c'est l'armée malienne qui assure leur sécurité. Alors, premièrement, vous êtes là pour aider un peuple. Vous ne l'aidez pas. Deuxièmement, vous n'avez ni les moyens, ni la capacité. Et ce qui est encore pire, l'aménagement s'est transformé en un instrument aux mains de l'impérialisme qui fait quoi? Qui passe tout son temps à suivre les militaires. À chaque fois que les militaires font un pas, l'aménagement sort avec un rapport. Ah, ils ont fait ceci, cela, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Comme s'ils n'étaient pas là pour aider cette armée-là. Alors,
S'ils sont là pour aider la population, ils ne font pas ça. Ils sont là pour aider l'armée à sécuriser, ils ne font pas ça. Ils sont là pour faire des rapports encore sur nos militaires afin de les empêcher de progresser. On va faire quoi avec une force comme ça? On va faire quoi avec une force comme ça? Et vous avez même vu, lors du renouvellement du mandat aux Nations Unies, les autorités maliennes n'étaient pas d'accord avec les points. Avec certains points. Donc, pourtant, ça a été passé, ça veut dire que ça rentre dans un cadre légal. Si leur mandat a été prolongé... Oui, vous savez, la diplomatie, c'est différent de ce que nous faisons. Eux, ils peuvent avoir d'autres manières de régler des problèmes. Et nous, si c'est pas bon, nous... Vous, le dernier rempart, c'est la rue. Pas la rue. Le dernier rempart, c'est le peuple. Le peuple peut décider de descendre dans la rue ou bien de faire autre chose. Comme nous sommes dans une révolution intelligente, nous ne disons pas tout ce que nous allons faire ou bien tout ce que nous faisons. Mais je vous assure d'une chose, quand nous sonnons à gauche, nous frappons à droite. Alors aujourd'hui, avec l'aménagement, l'aménagement aujourd'hui est un problème pour le Mali. D'ailleurs, avec l'histoire des 49 militaires, on comprend aisément que l'aménagement aujourd'hui, non seulement qu'elle est incapable de nous aider, devient une passoire. Tout le monde peut rentrer dans le cadre de l'aménagement et quand on demande à l'aménagement de nous fournir le nombre exact des éléments nationaux de soutien et que l'aménagement dit que bon, j'ai quelque chose, mais dans un mois, je vais vous donner le nombre exact. Ça veut dire que l'aménagement aujourd'hui ne contrôle rien. Très bien. Voilà. Vous avez été compris, M. Idrissa Meminta. Voilà, vous voulez rebondir sur la question. Oui, est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui de faire partir l'aménagement? Barkhane est sur le point de partir. Est-ce que le départ de l'aménagement arrangerait l'état du pays actuel? Monsieur Fabi, je vous invite seulement à faire valoir un seul principe. Celui qui dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais une équipe qui ne gagne pas, qu'est-ce qu'il faudra en faire? L'aménagement a monté ses limites. Vous savez, moi je suis du Nord, j'ai été à Gao récemment. Je constate que nous sommes dans une véritable mise en scène. Les forces de l'aménagement se permettent de prendre leurs véhicules. Ils font un défilé autour du marché pendant 30 minutes à 40 minutes. Ils reviennent, ils font le tour du marché de Gao, où il n'y a même pas de problème de sécurité. Ils viennent s'asseoir dans leur bureau, ils font des rapports pour dire qu'ils ont fait une patrouille. Alors que les dangers... Ça, vous l'avez vu? Je l'avais vu. Ça, je vous l'ai dit, tous ceux qui sont du Nord le constatent. Toutes les patrouilles, c'est au cœur de la ville. Ils ne partent pas à l'extérieur. Alors qu'à 40 km ou à 30 km, on s'en prend à un chauffeur de Sotoma ou bien des bus qui viennent dans Songo. Parce que tout simplement, les terroristes à moto, 2 ou 3, donnent des injections auxquelles les chauffeurs n'appliquent pas. Donc, ils tirent sur lui, l'aménagement est au cœur de Gao, au marché en train de défiler. Alors même qu'il est censé protéger ses citoyens. Voilà, maintenant, demandez leur départ. Est-ce que c'est utile? Ils ne nous sont d'aucune utilité. Ils doivent partir. Ils sont même un encombrement, il faut le dire. Ils sont un encombrement parce qu'on ne maîtrise pas les enjeux pour lesquels ils sont là. Faut-il leur demander de partir ou bien faut-il rediscuter leur mandat? Il n'y a rien à rediscuter. Nos autorités ont été sans ambiguïté. Mais ils n'ont pas demandé, les autorités ne demandent pas encore, ils n'ont pas demandé clairement le départ de l'aménagement. Nous allons les servir de cheval de Troie pour qu'ils puissent avoir ce courage politique de demander le départ de l'aménagement. Même si le cadre légal du Conseil de sécurité est là. Le Conseil de sécurité, malheureusement, est en train de nous imposer une démarche qui n'est pas partagée par l'opinion nationale du Mali. Nous pensons que l'aménagement, sous toutes ses formes, partout dans les pays où elle a intervenu en tant que mission des Nations Unies, n'a pas donné les résultats escomptés. Donc nous avons assez exploré cette démarche onusienne. Nous pensons qu'il faut passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, il faut nous débarrasser de leur encombrement. Il faut qu'ils partent, ils nous coûtent cher. Parce que nous pensons même qu'ils sont là pour démoraliser notre armée. Quand on s'en prend à des militaires, on les tue. Nous, la force juridique que nous avons, c'est que nous faisons des prisonniers de guerre parmi les djihadistes. Mais on n'a jamais vu des militaires, on n'a jamais vu l'aménagement intervenir auprès des terroristes pour que des militaires soient libérés. Mais chaque fois que les militaires font des attaques assez concluantes où il y a des bons résultats en matière de destruction de l'ennemi, c'est l'aménagement qui sort des rapports pour dire que parmi ces ennemis, il y a aussi des civils. Est-elle là pour nous accompagner institutionnellement et moralement, ou bien elle est là pour servir des intentions inavouées
en tout cas pilotée par une certaine opinion à l'échelle internationale. Très bien. Je crois que cette question mérite d'être posée. Très bien. Il faut tirer les enseignements qu'il faut. L'aménagement doit partir et le départ de l'aménagement accompagne la mise en place du Mali courant. Très bien. Fondamentalement. Merci. Vous avez été compris. Alors, nous changeons de sujet. Oui, non, rapidement, quelques secondes sur ça. Quelques secondes, allez-y. Pour vous dire que l'aménagement est là pour faire des rapports biaisés, des rapports dignes du film. On ne vit que 2 fois de conneries. C'est tout ce que l'aménagement peut faire. Et l'aménagement est en train de contribuer à la partition du Mali. Quand l'aménagement, Sévénion de l'aménagement va jusqu'à dire bienvenue à la délégation malienne à Kidal. Vous pensez que c'est une bonne chose? Quand Olivier Salgado va raconter des contre-vérités, vous pensez que c'est une bonne chose? Je pense que l'aménagement n'a plus sa raison d'être ici. L'aménagement est même complice de ces Français-là. En 2013. Complice en quoi, monsieur Badou? Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Quand l'armée malienne est arrivée à Néfis, les Français les ont dit arrêtez-vous ici. Si les Français sont rentrés sur la Kidal, ce qui s'est passé, après on a vu le 21 mai 2014, les événements de Kidal, qui est derrière? Les gens qui étaient bien entribanés. Vous les avez vus derrière? Les gens qui étaient bien entribanés, qui ont aidé ces gens-là. Tout le monde. Je vais vous dire une chose, pour terminer, parce que le temps presse. Nelson Mandela, une fois il est parti aux États-Unis en juin 1990, quand il est sorti de prison. Il y a un journaliste qui a commis l'impudence de lui poser cette question. Mais je ne vous comprends pas, M. Nelson Mandela. Vous parlez de Kadhafi, vous parlez de Fidel Castro, vous parlez de Yasser Arafat. Il les a dit, mais vous voulez que vos ennemis soient les ennemis des autres. Fidel Castro, Yasser Arafat, Kadhafi ont aidé l'ANC et sa branche armée, l'une côté 8 à une ressource financière, à une ressource matérielle. Donc c'est pourquoi je les salue, je les félicite. Parce qu'ils aussi, ils ont combattu quelque part le droit de l'homme, parce que l'apartheid, c'est la ségrégation raciale, c'est en violation du droit humain. Donc ils m'ont aidé à combattre l'apartheid. Or l'apartheid est condamné par la communauté internationale. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là veulent nous traiter comme des robots. C'est-à-dire qu'ils veulent nous dicter. Ils veulent vous traiter comme des robots. Voilà, et ils sont complices, c'est deux choses différentes. L'aménagement était là quand il y a eu les événements de Ogosagou, de Sobanda, de Naodje, de Dessagou, de Djanweli, de Djanasagou. Où était l'aménagement? L'aménagement était là. L'aménagement est venu pour protéger les populations. Mais l'aménagement n'arrive même pas à se protéger elle-même. Avant, les gens de l'aménagement, je les voyais en train d'aller faire du sport chaque soir. Au lieu de faire la guerre, vous partez faire du sport, on ne veut plus de l'aménagement. Il faut qu'ils soient en bonne forme. Est-ce que le sport ne donne pas la santé et donne plus de tonus à leur corps pour pouvoir combattre sur le terrain? S'ils veulent faire du sport, donc quand ils veulent faire du Parlant sport, de complicité, très bien. Parlant de complicité, j'aimerais juste parlant de complicité, un exemple. Olivier Salgado, porte-parole de l'aménagement. Voilà. Confirme que les 49 militaires ivoiriens sont des éléments nationaux de soutien. Et sa structure démarre encore après. Alors, il n'y a pas de complicité? Il n'y a pas de complicité? Je pose la question. S'il n'y a pas de complicité jusqu'à présent. La question ne peut m'être posée. Il y a ceux qui regardent quoi? Ah, d'accord. Voilà, ceux qui regardent. Moi, je vous ai appelé ici pour vous poser des questions. Voilà. Très bien. Alors, on ne porte pas de verre en banco. Merci beaucoup. Alors, ce que vous portez là, ce qu'on porte, on ne porte pas de verre en banco. Très bien. Vous avez été compris en tout cas. Dernier sujet de l'actualité, rédaction d'une nouvelle constitution. Quels sont les enjeux? Rapidement, on va faire un tour de table. Ça va servir de tour de table et en même temps le mot de la fin, rédaction d'une nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'il faut y mettre? D'abord, je pense qu'il faut comprendre d'abord que la constitution qu'on avait était faite à l'image d'une classe d'hommes politiques et qui avait dégagé Moussa et qui était venu au pouvoir, et ils avaient une constitution pour se protéger et non pas pour protéger le pays. Et d'abord, c'était du copier-coller. Et aujourd'hui, l'histoire a montré que cette constitution-là, il y a des parties qui doivent être changées, ou il y a d'autres même qui doivent être ajoutées. Comme on parle de la rédaction d'une nouvelle constitution. Et nous pensons aujourd'hui que le débat doit être focalisé autour du contenu. Est-ce que vous comprenez? Et non, c'est le moment, ce n'est pas le moment et autres là. Aujourd'hui, je vais juste vous prendre un petit exemple où il était dit que lorsque, en cas d'empêchement de l'ex-président, où il était quand même quelque chose comme ça de 40 jours seulement pour organiser les élections et autres là. Et nous avons vu qu'en l'espace, nous avons fait... Ce n'était pas évident d'organiser les élections dans 40 jours. Deuxièmement, il y a une demande forte du peuple malien que là. Je vais juste donner un exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous prenez quand vous demandez aux Maliens, aujourd'hui,
quelle langue vous voulez utiliser comme langue officielle? Ils ne vont pas parler le français. Alors il faut changer tout ça et il faut changer beaucoup de choses et il faut mettre des verrous certains côtés. Très bien. Vous avez été compris rapidement. Le temps est parti. Il fallait mettre en place une nouvelle constitution. Et la rédaction de la nouvelle constitution se poursuit parce que la constitution du 25 février 1992 a été élaborée pour servir les bourgeois de la démocratie. Donc nous ne voulons plus de cette troisième république, nous voulons aller à une quatrième république. Donc c'est ça la bonne constitution. Parce que dans cette constitution, on va prendre une partie de la charte de Kouroukanfouka. Cette constitution sera les reflets du peuple malien. La constitution du 25 février 1992, c'est la constitution de la France. On enlève toujours certaines parties. Donc c'est en ont profité pour s'embourgeoiser, pour s'accrocher, et il faut que ça change. Donc quand on veut une rupture là, il faut une rupture totale. Et nous sommes sur cette lancée. Très bien. Alors, vous avez été compris, monsieur Aboubakrine. Monsieur Fabi, moi, je trouve d'abord que nous sommes en train d'aller vite en besogne parce que c'est une procédure assez complexe. Rappelez-vous quand même que le président défunt, le défunt président ATT avait voulu aller dans le sens d'une nouvelle constitution. Ça n'a pas été facile pour lui. Le président Ibeka a tenté la même chose avec Ante Abana. Lui aussi, il a été freiné, en tout cas dans sa logique. Mais ce qu'il faut surtout dire ici, c'est que la Constitution de février 92, elle-même, dans ses différentes dispositions, ne prévoit pas une nouvelle Constitution. Elle prévoit une révision constitutionnelle. Mais la transition ne peut pas réviser la Constitution. La transition n'a pas la légalité de réviser mais sur quelle base juridique il faut aller vers une nouvelle constitution? Alors ça c'est une question. Les constitutionnalistes sont unanimes là-dessus, c'est trop complexe. Donc je pense que cette nouvelle constitution, si elle doit voir le jour, parce que ça c'est un enfant qui va naître par césarienne, il faut le dire tout de suite. Parce qu'en fait, d'abord, même dans la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, il y a des difficultés. Très bien. Voilà, vous voyez. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette nouvelle constitution doit pouvoir prendre en charge les limites des 30 années d'exercice démocratique. Très bien, vous avez été compris. Nous devons quitter le pouvoir semi-présidentiel et le pouvoir semi-parlementaire. L'institution judiciaire ne doit plus être utilisée à des fins politiques. C'est dans ça que les citoyens maliens retrouvent ces valeurs. D'accord. Vous avez été compris, monsieur Aboubakrine. Je rappelle que vous êtes communicateur. Merci d'être venu pour l'échange. Je vous en prie. Très bien. Alors, monsieur Badou Escoba, directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Merci pour... Merci. Voilà, merci. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Très bien. Alors, revenez quand vous voulez. Merci de m'avoir permis vraiment de m'exprimer à toute liberté. Parce qu'il fallait que j'ai vide mon sac ce soir. Très bien, merci. Voilà. Alors, monsieur Drissa Meminta, je rappelle que vous êtes le chargé à la communication du mouvement Yerewolo Debout sur les remparts. Merci d'être venu et revenez quand vous voulez. Et merci, je demande à tout le peuple de rester debout sur les remparts. Très bien. Alors, ne sera plus comme avant. Très bien, merci. Les Occidentaux les chassent. L'émission s'est terminée, Badou. On se retrouve pour une seconde fois, en tout cas une prochaine fois. Mesdames et messieurs, cette émission Alafia Hebdo s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Alafia TV. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. C'est Dieu qui demeure fort.